Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album numéro 5 de la série Dr. Aphra, intitulé Les pires du pire. Je suis Francis et pour discuter de cet album, je suis accompagné de Malgus. Bonsoir Malgus. Salut Francis et salut à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, nos auditeurs européens à l'oreille fine auront remarqué que ce soir, Malgus, toi et moi, on n'a aucun... c'est nous qui avons un accent, parce que nous, on a tendance à dire l'accent français, mais bon, évidemment, eux vont dire, c'est quoi ces deux accents-là? En plus, on a quand même un parler, toi puis moi, légèrement, pas loin d'être dans le joual. On va essayer de pas trop y aller avec les expressions, justement, comme tu dis, joual vert. C'est ça. Mais bref, du fond de nos igloos ou de nos camps de bûcherons, histoire d'être dans le folklore, je vous explique, c'est ça. Normalement, on réserve les émissions comics à l'équipe française, hein, mais c'est comme il y a un certain retard accumulé et qu'on veut pas qu'il se creuse là, vu toutes les sorties qui s'en viennent. Ben, dans le fond, c'est ça. On va se faire un petit rattrapage côté québécois pour donner un coup de main à l'équipe française. Et on va garder le même format que depuis quelques temps sur les épisodes comics, donc on fera pas de WhatsApp en début d'émission. On va plutôt faire une discussion autour d'un verre en fin d'émission quand on sortira de l'hyperespace. Et ben, sur ce, Malgus, on va passer directement en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et nous voilà, donc on vous prévient comme d'habitude hein, pour ces épisodes-là, on va spoiler l'histoire de l'album, donc on suppose que vous l'avez pris ou que ça vous dérange pas d'avoir déjà eu une partie des péripéties de gâcher. Donc, côté technique, Dr. Aphra, les pires du pire, donc c'était l'arc là, Worst Among Equals. C'était un arc de 6 numéros, mais dans cet album-là, il y a aussi le annual numéro 2, donc qui introduisait deux personnages qu'on va retrouver dans l'arc. Donc c'était assez logique de l'avoir en début d'album. On va en parler un peu plus tantôt. Fait qu'un 7 numéros pour 168 pages, je crois que c'est un 22 € en France. Donc ici au Québec, c'est ça, il doit être quelque chose comme 35$, là, plus taxes, à mon avis. Comme la série Star Wars, hein, puis ça se déroule en parallèle, on est en l'année plus 2, donc on est encore avant l'Empire contre-attaque ici. Au scénario, on a Simon Spurrier, sûrement que je le prononce mal, hein, mais qui est devenu un peu le propriétaire de la série Aphra là, depuis le volume 3, et qui va être là jusqu'à la fin. Et au dessin, on a Emilio Lezo, donc qu'on avait vu déjà sur Rogue One, donc en comics, et il est aussi là sur la série Aphra depuis un certain temps, là, je crois il était là sur le 3, 4 et 5, donc c'est ça commence à être un habitué. Et en couverture, écoute, la magnifique Ashley Withers, bref, ceux qui trouvent que j'ai l'air d'être obsédé par cet artiste-là, ben c'est que allez voir à la fois son travail et sa personne. Dans les deux cas, ça donne envie d'en voir plus. Bref, Malgus, on va peut-être faire un mini rappel rapide de ce qui se passait dans l'épisode d'avant, parce que la série Aphra, là, c'est tellement rocambolesque. On s'y perd très très facilement. Donc, l'épisode d'avant, Aphra était incarcéré sur une espèce de décharge flottante dans l'espace. Et ça se finissait. Dans le fond, il réussissait à s'échapper. Elle et Triple Zero, hein, parce que BT-1 a été détruit par Vador, qui l'a complètement défoncé à coups de sable laser. Et
Même chose pour l'autre personnage, l'ex-policier de Milvain, il s'appelait Tam Posla, qui lui son corps a été, il est maintenant possédé, par un champignon, un ancien champignon Jedi, là, qui était présent sur l'astéroïde Décharge. C'est juste mon résumé, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment une série, là. Ouais, c'est ça, c'est Dr. Aphra. Mais bref, ça se terminait que Aphra et 000 pensaient s'en être sortis avec un des autres prisonniers qui côtoyait Aphra depuis le début. Mais ça se termine sur le coup de théâtre que le prisonnier en question enlève une espèce de bestiole qu'il avait sur son visage qui permet de se métamorphoser, là, de changer son visage. Et au final, c'était le docteur Evazan, donc personnage dont il était question souvent dans la série Aphra et qu'on a découvert pour la première fois évidemment dans la cantina d'un Nouvel Espoir. On avait revu aussi dans Rogue One. Hein, dans Rogue One, oui. Ouais, il croisait Jyn et Cassian sur Jeddah. Mais bref, c'est ça. Donc il se retrouve prisonnier, Aphra et 000 se retrouvent prisonniers du docteur Evazan. Donc ça, c'était comment se terminait le numéro 4. Nouvel album. On commence par l'annual, comme j'ai dit tantôt. Fait que je vais quand même prendre le temps d'expliquer vite l'annual. Puis tu sais, je suis pas un gros fan des annuals. Souvent, je trouve ça inintéressant au possible. Mais j'avais pas détesté celui-là. Ça s'intitule du nom des deux personnages qu'on va découvrir. Donc, Winloss et Nock. Il s'agit de deux chasseurs de monstres. Donc, pas des chasseurs de primes. Des chasseurs de bestioles. Dans le fond, eux, le business, c'est de capturer des monstres pour les gens riches et puissants et dangereux. Donc souvent les barons du crime, un peu comme Jabba avec son rancor, là. Ben c'est ça, c'est peut-être eux qui ont capturé le rancor, quelque chose comme ça. Fait que eux ont été engagés par une mystérieuse contractante qui ne leur parle que par hologramme. Donc on la voit pas de tout l'album là, jusqu'à la fin, c'est vraiment juste par hologramme. Je l'ai pas mentionné, hein, mais c'est ça. C'est un couple, les deux chasseurs de monstres, mais c'est un humain, un mâle humain et une femelle Trandoshan. Fait que c'est ça. Ça fait un couple spécial. Et l'humain, pour transporter beaucoup d'équipements, tout ça, un espèce de sac à dos digne d'un Sherpa sur l'Everest, là, il y a une espèce d'attirail avec des pieds, des jambes et des pieds supplémentaires et des bras supplémentaires. Fait que au lieu d'avoir 2 bras, 2 mains, il se retrouve à avoir 2 bras, 2 jambes, il se retrouve à avoir tout en double. Donc c'est assez spécial. On se demande comment ça peut marcher ou de façon animée, je serais curieux de voir ça. Mais bref, voilà, ça c'est notre couple de chasseurs de monstres engagé par, on va le révéler, c'est Dr. Aphra, la contractante. Et c'est ça, ils vont dans une espèce d'ancien temple souterrain, là, dans une immense grotte, où est-ce que plein de chasseurs de monstres avant eux se sont essayés. Ça fait très Indiana Jones, là, avec des pièges, puis toutes sortes d'affaires comme ça, et des cadavres d'anciens chasseurs de monstres qui ont échoué la mission, pour finalement dégoter le monstre. Et à la toute fin, dans le fond, le monstre se retrouve à être tué, et c'était, comment dire, prévu par Aphra, parce qu'on s'aperçoit que depuis le début, Aphra les avait engagés et les contactait depuis l'intérieur du monstre. Donc Aphra elle-même avait été bouffée par la bestiole en tentant de dérober un artefact là, qui est caché dans ce temple-là, et le monstre, dans le fond, est un peu le gardien de l'artefact. Fait que c'est ça le revirement de situation à la fin, où c'est comme ça, dans le fond, qu'on comprend le lien avec Aphra, là. Tout ce temps-là, elle était à l'intérieur du monstre, qu'eux, ils ont tué, là, ne serait-ce que pour essayer de survivre. Fait que, bref, ça, c'était l'annual. Et ensuite, on tombe dans l'arc des pires du pire. Là, dans le fond, on se rattache à ce que j'ai dit tantôt. Ça s'est fini que Aphra et 000 avaient été capturés par Dr. Evazan. Ben là, dans le fond, ils sont ensemble sur la planète Milvain, qui est une planète, je sais plus de quelle région exactement, mais c'est très industrialisé. Très moderne, puis tout ça. Fait qu'on, c'est peut-être dans le noyau, là, ou quelque chose comme ça.
Mais un certain côté Blade Runner, hein, c'est coloré, c'est ça, c'est moderne, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Mais bref, 000 et Aphra sont ensemble. Et pourquoi ils sont ensemble? Ben, on s'aperçoit très vite que c'est parce qu'ils ont tous les deux un engin explosif qui leur a été implanté. Et s'ils s'éloignent plus de... Je me souviens plus la distance, hein, je pense que c'est 30 mètres ou une affaire comme ça. Ben, c'est pas compliqué, les deux vont exploser. Fait que les deux qui veulent s'entretuer, ben, dans le fond, Aphra, elle voudrait juste s'enfuir. Puis 000, lui, qui veut la tuer absolument, la torturer, tout ça. Ben, les deux se retrouvent à avoir leur destin à tous les deux là, pris. Et c'est ça, on s'aperçoit que c'est Dr. Evazan qui a manigancé tout ça avec son ami, là, que j'ai toujours de la misère à me rappeler de son nom. Banda Bamba. Merci, Qui d'ailleurs, qui lui manque toujours son bras. Oui, exactement, t'as raison, je viens de voir ça. Il a pas son bras parce que Obi-Wan lui a coupé. Mais, bref, je voulais juste mentionner que eux, ils ont mis une caméra dans le... Ben, une caméra, ils suivent les actions des deux héros, de 000 et Aphra, par les yeux de 000. Donc, dans le fond, ils écoutent ça comme une télé-réalité, là, les aventures des deux fugitifs. Et ils les ont envoyés sur une planète, justement, moderne, tout ça, qui est un peu un état policier. Milvain. L'Empire est pas présent normalement, parce que, justement, c'est une planète parfaitement loyale à l'Empire, tu sais, puis tout ça. Fait que, puis eux, ils savent que ça va dégénérer, tu sais, avec les forces de l'ordre locales. Fait que c'est ça, ils suivent ça comme une émission de télé, là, puis ils s'amusent beaucoup. Fait que ça va très vite, évidemment, dégénérer avec les forces de l'ordre locales. Comme à l'habitude, c'est toujours borderline, tu sais, puis vraiment, là, ils réussissent toujours à s'en sortir par un coup de chance incroyable. Ils vont essayer de trouver une espèce de spécialiste de la... pas de la génétique, là, mais une espèce de médecin ou mécanicien-médecin là, pour lui retirer cette affaire-là. Mais qui sera pas capable, donc qui va s'enfuir et finir torturé par 000, parce que c'est 000 après tout. On en vient, écoute, faut le mentionner, on a Evazan qui va se métamorphoser, encore une fois, avec son espèce de bestiole là, qu'on a vu dans l'autre album précédent, en Leia, donc la princesse Leia Organa, pour embaucher les deux chasseurs de monstres pour que eux courent après Aphra aussi. Puis eux ont accepté parce que, c'est ça, ils la détestent à cause de ce qui s'est passé dans l'annual dont j'ai parlé tantôt. Fait que bref, c'est le retour de ces deux personnages-là. Et juste le fait qu'ils imitent la princesse Leia, là, j'ai trouvé ça excellent, là, avec Punda Bumba, là, jamais le prononcer, Punda Bumba, qui est déguisé en soldat aldéranien, là. Tu sais, avec l'espèce de casque blanc, là, type Un Nouvel Espoir. Mais ouais, c'est lui qui fait le soldat, comme tu dis, là. Puis tu sais, on va découvrir tout le système judiciaire de Milvain qui consiste en jeter les criminels condamnés dans le vide. Ça m'a fait penser un peu à Juge Dredd, dans le sens que les policiers sont juges et bourreaux aussi, là, tu sais. Ils ont tous les pouvoirs, ils rendent la justice rapidement, puis c'est ça, ils balancent dans le vide les gens. Mais il y a un filet qui a été qui sauve nos héros. C'est ça, il y a un filet qui avait été installé pour récupérer des pièces. Parce que souvent, ça va être des droïdes qui étaient jetés dans le vide. Fait que c'est ça, les pauvres de la planète là, récupèrent comme ça. Fait que les personnages vont survivre, mais c'est ça, c'est toujours une course contre la montre parce qu'ils sont traqués, puis ils peuvent pas s'éloigner un de l'autre. Ils essayent par tous les moyens de s'échapper. Et bref, nos personnages vont faire la connaissance d'une petite fille qui chevauche dans les coins les plus reculés de la planète, on va dire, là, dans les fossés. Elle chevauche une espèce de gros monstre. Je me souviens plus si nomme la race. Ouais, je sais plus si la race a un nom. Je pense que oui, là, mais écoute, c'est immense avec 4 gros yeux rouges et d'énormes dents, là, très très massives. Mais bref, la petite fille va accepter un marché avec Aphra. Bon, un peu avec la torture de 000 pour lui donner un coup de main pour les remonter à la surface et lui permettre de s'en sortir. Mais j'en parle parce qu'on va la revoir plus tard, donc ça a une certaine importance.
sur tout ça, on va avoir le retour aussi de Tam-Posla, version possédée par le champignon Jedi, qui va se pointer. Et on va même avoir BT-1 qui va être de retour, même s'il avait été décapité par Vador. Mais en fait, c'est ça, c'est un piège. Il a été remonté un peu à la va-vite là, par Evazan, il me semble, qui les envoie. Ouais, puis il marche pas tout à fait comme il serait supposé. Non, c'est ça, et il est pas du tout dans le camp de 000. Mais ça va permettre de voir que 000, malgré le fait que c'est un droïde, puis en plus c'est un psychopathe, ben il y a certains sentiments quand même. Oui, parce que ça l'attriste. Ouais, puis il refuse de croire que BT-1 est contre lui, là, même si Aphra, elle essaie de sauver. Elle arrête pas de lui expliquer, là, ouais. Ben c'est ça, puis elle n'a pas le choix d'essayer de sauver 000, parce que ce que j'ai pas dit tantôt, c'est pas juste s'il s'éloigne de 30 mètres, c'est s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre meurt aussi, là, tu sais, fait que c'est ça, ils peuvent pas se permettre là, du tout de s'éloigner, ou qu'un des deux meurt, et là on a du BT-1 tout craché, ça crache les munitions, les flammes, les roquettes, etc. Fait que vous voyez le genre, c'est ça, c'est course-poursuite pendant tout l'album, là, le rythme est assez prononcé, mais avec tout comment dire, les péripéties, puis le fait qu'ils réussissent à survivre, ben dans le fond, Evazan finit par mettre ça carrément pour aider la police locale, on va dire, où il finit par mettre ça à le diffuser sur toute la planète. Fait que sa fameuse télé-réalité, là, donc les yeux de 000 pendant toute l'aventure, sauf au tout début, se retrouve à être sur tous les écrans de télé et portables et compagnie de toute la planète 2020. Et on rappelle, c'est ça, c'est un état policier, fait que bref, ils ont toutes les forces de l'ordre à leur trousse. Mais là, un peu comme souvent les Occidentaux, on va dire, ce qu'ils aiment bien dans les films, c'est les histoires de pauvres rebelles. Star Wars en est un bon exemple. Et là, les gens de la planète qui vivent dans cet état policier-là, ben, ils trouvent ça très intéressant. Deux criminels qui réussissent à échapper aux forces de l'ordre, puis c'est ça, tu sais, ils finissent par s'attacher à Aphra, puis à 000 et à la jeune fille aussi, là. Je cherche son nom, là, je me souviens plus. C'est Vulanda. Vulanda. V-U-L-A-A-D-A. Je sais pas, Vulada. Mais bref, c'est ça, l'indice de loyauté à l'Empire est en chute libre sur la planète, là, c'est ça, il commence à avoir de la révolte. Et ben là, l'Empire, qui surveille les communications de la place, va décider finalement d'intervenir. Et c'est là qu'on va découvrir un nouvel organe administratif, on va dire, de l'Empire, une espèce de ministère des communications, ministère de la propagande, on va appeler ça comme ça, avec des espèces de vaisseaux, mais avec des grosses paraboles. On avait déjà vu ça une fois dans la série Rebels, je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Et bref, évidemment, c'est ça, les deux chasseurs de monstres aussi vont réussir à les retrouver. Vont vouloir tuer Aphra pour ce qu'elle leur a fait, mais ils la trouvent tellement pathétique qu'ils vont la laisser en vie, parce que eux, c'est pas spécialement des tueurs, justement, même que la Trandoshan, malgré le fait que c'est une Trandoshan, elle refuse de tuer. C'est même pour ça dans l'histoire qu'elle a été exclue des Trandoshan, parce qu'elle, c'est ça, elle chasse les monstres, mais pour les capturer vivants. Puis c'est ça, elle trouve Aphra tellement pathétique qu'elle va la laisser en vie. Bref, c'est ça, une course-poursuite tout le long pour se finir que, ben dans le fond, c'est carrément une révolte, là, une petite révolution qui a lieu sur la planète. Et Aphra et 000 vont profiter des événements pour se libérer de ces deux engins explosifs-là là, qui avaient d'implanter en eux. Et tout ça, encore une fois, ça se fait devant toutes les caméras. Tout le monde assiste à ça. Mais bref, elle va sauver la petite fille au cours des événements. Fait qu'elle va vraiment faire la démonstration. Contrairement à 000 qui arrête pas de lui dire qu'elle est complètement égoïste et tout ça. Ben là, elle va faire la démonstration. Elle va carrément se faire tirer dessus là, à coup de blaster pour sauver la petite fille. Et c'est ça, là, toute la planète est en émeute, en révolution.
Donc, ça se termine qu'au final, ils sont libérés de leur bombe, et 000 accepte par... Lui va dire par... lui aussi la trouve pathétique, mais il y a un petit côté bonté d'âme là-dedans. Là. Il a comme appris à la respecter, ou en tout cas, il va laisser vivre Aphra. Il va partir avec les restants de BT-1 maintenant réparés, parce qu'Aphra a réparé BT-1 au cours de l'histoire. Et on va découvrir en toute fin d'album pas une mystérieuse, mais la ministre, on va dire, de la propagande de l'Empire, qui va avoir un rôle dans les aventures futures d'Aphra. Fait que tout est bien qui finit bien, encore une fois, mais Aphra est pas beaucoup plus avancée, dans le sens que là, même si elle a plus 000 comme ennemi, ben là, elle a l'Empire, puis qui est maintenant au courant, qui est vivante, et puis tout ça, t'sais. Fait que ça se termine comme ça, cet arc-là, les pires du pire. Fait que Malgus, qu'est-ce que t'as pensé? Tout d'abord peut-être de l'annual, puis sinon après ça de cet arc-là. Mais en fait, l'annual, tu l'avais pas mentionné, les dessins, c'est Caspar, là, je sais pas comment le prononcer, là, Wingar. Ouais. Puis moi, en fait, je commencerais par ça, là, ça, lui, j'ai vraiment pas aimé son style de dessin, c'est très cartooning, là. Ouais. Des grosses lignes. En fait, je veux pas dire j'aime pas, j'aime moins. Mais n'empêche que, bon, j'ai trouvé l'histoire un peu comique. L'introduction de Winla, c'est Nock. Puis comme tu dis, à la fin, là, on se rend compte que c'est Aphra. En fait, on voit que c'est Aphra tout le long dans le... Moi, je reconnais, mais tu savais pas qu'elle était dans... C'est elle qui est dans le fond du monstre. Donc, elle a utilisé les deux chasseurs pour finalement se faire libérer de... Mais ça rentre bien dans la personnalité d'Aphra, je trouve. C'est... Ouais, pis c'est pas les premiers qu'elle a engagés non plus. Hein. Non. Il y en a même un qui est encore sur place, mais mourant, on va dire. Là. Fait que, exact. Ouais. Donc, non, c'est ça. Écoute, pour la première... ça, comme je mentionnais au début, les dessins m'ont un peu déçu. Mais bon, ça nous introduisait ces deux personnages-là. J'ai trouvé ça un peu bizarre, pareil, le fait qu'un humain... Même à un moment donné, il y a une scène où est-ce que, tu sais, tu le vois, là, qu'il la câline un peu, là. Donc... Avec une Trandoshan, ouais. Oui, c'est ça. Ça doit être aiguisé. C'est ça, pis tu sais, en plus, c'est elle, l'homme du couple, hein, tu sais. Oui. C'est la personnalité forte, la dominante du couple, là, c'est clairement elle. Là. Oui, c'est elle qui mène le duo. Mais, on n'a pas mentionné, par contre, c'est ça, Aphra est dans le monstre, mais dans une espèce de combinaison d'astronaute aussi, là, tu sais, elle est pas dans le monstre habillée normalement, là. Fait que c'est pour ça qu'elle a survécu longtemps puis qu'elle a pu embaucher plein de chasseurs de monstres pour finalement tomber sur se faire libérer. Qui ont réussi d'ailleurs à la libérer. Donc c'est ça, ça résume pas mal mon pour le Annual 2, là, le début du livre. Mais tu sais, c'est ça, je trouve, moi je suis tellement souvent déçu par les annuals que quand je suis pas déçu, ben je me dis bravo, c'est une mission accomplie, tu sais. C'est ça, c'est un bon petit divertissement, même si on n'avait pas retrouvé les personnages par après. J'ai trouvé que c'était un bon petit Docteur Aphra. Le fait qu'on les retrouve par après, c'est juste un plus. Là. Mais moi, j'ai trouvé, tu parlais des graphiques de ceux-là, j'ai trouvé que le bas blessait un peu, c'était peut-être au niveau couleur. Au dessin, j'ai pas détesté, mais au niveau couleur, j'ai trouvé que c'était un peu terne. Et pourtant, ça aurait pu être l'occasion d'avoir des couleurs vives souvent, là, mais c'est ça, c'est peut-être un parti pris côté ambiance qu'ils voulaient donner. Là. Mais ouais, la colorisation, c'est ça, j'ai trouvé que c'est là que le maillon faible, on va dire, graphique là, de l'annual, c'était vraiment au niveau des couleurs, mais bon. C'est ça, surtout un annuel, tu te dis, ils auraient pu mettre, tu sais, souvent ils sont plus épais aussi que le comic normal. Mais c'est ça. Non, écoute, ils font des essais aussi. Je veux dire, chacun
J'ai trouvé le couple c'est bizarre, puis tu sais le personnage humain, je peux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai trouvé la Trandoshan intéressante quand même. Oui, c'est la plus intéressante dans les deux en fait. Ouais. Puis tu sais on a un Trandoshan qui fait autre chose que chasser des Wookiees. Tu sais ça fait quand même un peu de changement. Là je sais que dans la nouvelle série High Republic, il y en a même un qui va être Jedi. Là. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça quand même bien, puis c'est ça, elle a été pas excommuniée, là, mais c'est ça, bannie de sa famille, reniée. Ouais. J'ai même cru, pour la petite anecdote, dans le recueil de nouvelles From a Certain Point of View, le deuxième qui est sorti cet automne sur l'Empire contre-attaque, j'ai même cru qu'on retrouvait ce personnage-là un moment donné, parce que on a un personnage de femelle Trandoshan, un peu aussi avec des valeurs différentes des Trandoshan traditionnels. Là, évidemment, c'est une confrontation avec Bossk là, dans ce recueil-là de nouvelles. Mais finalement, c'est pas elle, mais c'est ça. Une femelle Trandoshan qui est complètement... en fait, là, si je me trompe pas, à l'aide de la rébellion, un truc comme ça, là, mais vraiment qui est pas du tout comme Bossk. Là. J'ai cru qu'on la revoyait, mais non. Mais ça reste une race quand même. Autant dans l'Empire contre-attaque, c'était pas ce qu'il y avait de plus spectaculaire. Là. Ça faisait un petit peu le... moi, j'ai toujours trouvé que ça faisait un petit peu Star Trek là, en termes de bestiole dans l'Empire contre-attaque comme tel. Tu sais, costume de caoutchouc, tout ça. Ouais. Mais en comics, je trouve que ça rend tellement bien les Trandoshan. Là, puis ils sont athlétiques, tu sais, etc. Là, fait que... Non, c'est ça. Un bon petit annual quand même. Puis pour ce qui est de l'arc, déjà, est-ce que t'as aimé cet arc-là, qui était quand même, on est loin du style archéologue, hein, on n'est pas dans du Indiana Jones du tout cette fois-ci. On est dans un scénario classique hollywoodien là, de deux ennemis pognés pour collaborer là, pour X raisons, ou attachés ensemble. Fait que comment t'as trouvé l'arc? C'est drôle que tu mentionnes Indiana Jones, parce que j'avais justement mis ça dans mes notes là, parlant de l'annuel. Là. Donc, comme tu dis, non, j'ai vraiment aimé cet arc, sérieux. Puis c'est drôle parce qu'on parlait de Loïc tout à l'heure. Puis Loïc, j'étais de son avis depuis le début. En résumé, là, je me sens, à moins que je me trompe, Loïc, on dit tout le temps, le personnage est intéressant, mais il est juste mal... Il est, comment qu'il disait ça? Mal exploité. Ouais, mal exploité, mal, tu sais, l'environnement, tout le contexte de l'histoire, puis... Mais sincèrement, cet arc-là est vraiment venu me chercher. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que d'un, il y a beaucoup de personnages. Moi, depuis le début de l'introduction de BT et 000 dans Dr. Aphra, je les ai tout le temps aimés. Et là, que 000 sont dans une situation, comme tu dis, là, Aphra, elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut se sauver. Lui, il veut la tuer. Mais les deux peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Fait qu'ils ont pas le choix de coopérer ensemble. Fait que direct en partant, je trouve que ça met... t'as une belle sauce pour une bonne histoire, là. Puis moi, 000, je sais pas pourquoi, autant inhumain qu'il est, justement, dans cet arc-là, il a démontré beaucoup d'humanité. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que tantôt, quand tu parlais, là, quand que Dr. Ezefan, lui, son jeu, c'est diffusionner ça finalement comme une télé-réalité, puis les gens, comme tu l'as mentionné, s'attachent au personnage. Mais quand il y a justement la re-rencontre avec BT, 000 et Dr. Aphra, là, quand finalement BT... parce qu'au début, il perd un peu la cabuche, là, il est contre... mais quand finalement, ils se sauvent ensemble, le public, c'est tu sais, c'est vraiment comme ils se sont attachés au personnage. Ouais. Il y a un moment attachant, puis le public réagit de façon... j'ai trouvé ça drôle. Mais non, écoute, c'est beaucoup, comme tu l'as bien dit aussi, c'est de l'action, là, le rythme est écœurant. Tu sais, ça arrête pas finalement, là, je veux dire, puis... plusieurs revirements. Il y a beaucoup de revirements. Toute l'histoire avec les manipulations, tu sais, c'est ça qui est drôle. Dr. Aphra manipule Windlass et Nock, puis là, c'est Dr. Azavan sous
la princesse Léa et un soldat, tu sais, qui leur demande d'aller tuer. Puis là, les autres, pourquoi aller tuer Triple Zero? Ouais, mais tu sais, c'est ça, toutes des manigances pour que finalement que le déploiement de l'histoire de toutes ces choses-là se déroule. Puis comme tu dis, le retour du gros Tamposla, c'est ça le... Oui. Ouais. Un personnage qui avait été introduit dans Rogue One, puis il était même dans Solo, même si les gens l'ont encore moins vu que dans Rogue One. Mais c'est ça, un ancien policier de Milvain qui est devenu un peu... possédé par cette espèce de truc de Jedi. Ouais, mais avant même ça, il avait quitté Milvain pour dans le déshonneur, je me souviens plus, là, mais bref, parce que c'est ça, il court après le docteur Evazan, lui. Dans le fond, lui, c'est ça, il s'était fait une idée fixe là, de traquer Dr. Evazan. Et puis, parce qu'il avait transformé son ami de cœur en... je sais pas si tu te souviens, je pense que c'était dans le troisième Afra, là, il n'y avait pas de tête, là, tu sais, les personnages qui n'ont pas de tête. Ouais, puis c'est pour ça qu'il dit tout le temps justice, tu sais, le fantôme de Tamposla, là, il veut justement rendre justice à... Mais moi, je trouvais c'était un design qui était écœurant, celui-là. Là. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Son casque chromé avec une espèce de triangle là, comme visière. Et puis les pochettes à munitions partout, puis tout ça. Là, moi, j'avais vraiment accroché sur ce design-là. Fait que là, de tomber sur leur planète, que là, tous les policiers sont comme ça ou presque. Là, et puis, c'est toute l'ironie de la situation. C'est les deux criminels, la pire place où ils pouvaient les mettre, c'était à cet endroit-là. C'est vraiment un état policier. Tu vois des publicités là, à la Blade Runner en hologramme, là, mais c'est ça, t'as une pin-up, on va dire, qui dit la loi est reine, surveillez vos voisins. Dénoncer, votre devoir, c'est de dénoncer vos voisins. Bon, disons que là, avec la COVID, ça nous rappelle. C'est de contexte d'actualité. Mais bref, non, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites pointes de génie dans ce scénario-là. Là. Je vais te laisser continuer. Non, mais j'aime beaucoup tes comparaisons, Francis. Là, Blade Runner, moi aussi, ça m'a fait typiquement penser à ça. Puis comme tu dis, sur les pires places qui... Mais ça, là, en fait, c'est tout le plaisir que Dr. Evazan puis Ponda Bomba ont à regarder ça. Là. C'est ça le plaisir de ces deux-là. Là. Finalement, c'est de rendre c'est comme une espèce de torture. Puis comme tu dis, là, à un moment donné, quand l'Empire... Moi, j'ai bien aimé cette espèce de femme hologramme-là là, qui me faisait penser un peu à... parce que la première fois que tu la vois, tu dis c'est une Sith ou c'est... Mais non, c'est un peu... C'est un chapeau un peu bizarre. Ouais. Ben c'est un peu comme dans le Retour du Jedi, là, les 3 disciples là, qui suivent l'Empire. Je sais pas s'ils sont peut-être même plus que 3. Là. Il y en a un qui a un casse mauve. Puis d'ailleurs, on le voit à la fin de l'histoire. On les revoit, là, ces disciples-là, là, quand que... Ouais, c'est vrai, autour de lui. Là. Autour de l'empereur, avec ça, j'ai bien aimé ça aussi. Là, la fin de l'histoire là, vient mettre un gros plus. Là. C'est ça, c'est tous les parallèles. C'est ça qui est le fun avec Afra en même temps. Ça, c'est de quoi quand même que je dois admettre. J'apprécie beaucoup. Autant que, comme j'étais d'accord avec Louis, que c'est vrai que des fois un bon personnage mais mis dans un mauvais contexte. Mais par contre, comme on le disait dans l'autre émission, c'est-à-dire en début d'émission, que Dr. Afra, là, c'est de tout, c'est vraiment, c'est quasiment du coq à l'âne, là. C'est éclaté, puis tu sais, là, on fait la critique en album, fait que là, au moins, c'est tout un arc ensemble, mais quand c'est en sortie individuelle, un par mois, là, un numéro par mois, je veux dire, il faut toujours... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a un mois, là, c'était quoi, là, qui se passait, puis... Ah non, vraiment, c'est pété, puis d'un arc à l'autre, là, il se passe tellement d'affaires, puis c'est tellement farfelu, puis tu sais, sorti de nulle part, puis... Mais, bon, moi, c'est ce que j'apprécie de la série, c'est que ça me surprend. Ça vient me surprendre, je vois pas venir les affaires, puis tout ça. Mais à l'inverse, c'est vrai que, tu vois, une des critiques de Loïc, beaucoup de cette série-là, c'est qu'il trouve que ça fait pas très Star Wars, il n'arrive pas à imaginer ça
en film ou, tu sais, mettons, à l'écran en série. Ça, il a raison, par contre. Il compare plus ça, mettons, aux Gardiens de la Galaxie et moins à Star Wars. Ah, ben là, ça, je ton, pis ouais, tout ça. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ben, je suis d'accord. Moi aussi, je suis à 100% d'accord avec cette analyse-là, mais moi, ça me dérange pas. Tu vois? Moi, non. Je suis dans un sens, je suis presque content, justement, qu'on explore un style différent dans du Star Wars. Qu'on n'est pas dans une grosse affaire épique puis tout ça. Au final, c'est juste une méga égoïste qui fait tout pour survivre, mais qui fait, tu sais, tout ce qu'elle fait, ça vire tout le temps mal. Et puis, dans le fond, elle se ramasse toujours avec plus d'ennemis que l'album précédent. Mais je suis d'accord avec lui que, en plus, dans cet album-là, il faut reconnaître ça. À part à la fin, quand on se retrouve avec l'Empire, qui vient se mêler des histoires de Milvain, ben sinon, c'est vrai que les liens avec Star Wars, là, c'est limité un peu. Là, dans le fond, c'est Dr. Evazan à la limite. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans du Star Wars, Jedi et Sith qui s'affrontent, puis tout ça. Là. On n'est pas du tout là-dedans. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout, mais je comprends qu'il y en a qui aimeront pas du tout ça, là, à cause de ça. Ben, c'est sûr que si t'es un adepte de Jedi Sith, non, Dr. Aphra est vraiment pas pour... Mais écoute, oui, comme tu dis, pour rejoindre un peu ce que Loïc disait, c'est vrai, mal appliquer ça au cinéma, surtout cette série-là, là, ça bouge tellement, je veux dire, comme tu dis, là, c'est du Guardian of the Galaxy, mais en bande dessinée comme ça, là, j'ai vraiment, moi aussi, là, tout comme toi, Francis, là, j'apprécie vraiment, en tout cas, cet arc-là, là, j'ai vraiment, vraiment aimé tu sais, tout les personnages, le rythme, les émotions qui sont venues chercher autant avec Triple Zero et Dr. Aphra qu'avec BT et Triple Zero. Moi d'ailleurs, Triple Zero est un de mes... Pardon? Ouais, j'allais dire, parce que c'est vrai, on ne l'a pas mentionné, mais il y a du côté d'Aphra aussi, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Oui, Elle a une grosse remise en question. Oui, avec vous là-dedans, moi j'ai vraiment trouvé... Mais il y a une grosse démolition psychologique de la part de Triple Zero qui te la met à plat, là, vraiment. Elle continue de lutter pour survivre, mais elle se remet complètement en question, là, puis tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'elle était dans le déni un peu de sa réalité, qu'effectivement, c'était une pure égoïste, là, une mauvaise personne, etc. Mais dans cet album-là, on dirait qu'elle réalise, qu'elle l'accepte. Elle accepte qu'effectivement, la plupart des affaires qui sont arrivées, les problèmes qu'elle a eus, c'est de sa faute, tu sais, puis tout ça. Puis, as-tu trouvé aussi que la relation entre Dr. Aphra et Vulanda, la petite fille avec le gros monstre, on dirait qu'elle essayait de jouer son rôle de maternité, de la défendre, Ouais, ben, dans le fond, elle se reconnaît en elle, parce qu'il y a des parallèles là, qui sont dits, là, tu sais, qu'elle justement, elle a perdu ses parents jeunes, est orpheline, etc. Elle essaie de survivre comme elle peut. Puis, dans le fond, elle l'arnaque au début, en partie. Là, elle livre Aphra et Triple Zero à la police pour toucher la récompense. Fait que, tu sais, Aphra se reconnaît en la petite fille. Fait que même si elle l'a trahi, elle trouve ça tout à fait normal, là, tu sais. Mais, puis on va voir dans les albums suivants que cette relation-là va se développer. Oui, ce que tu dis, en fait, oui. Puis ça justement, ça vient se développer aussi avec, comme tu dis, là, avec les parents là, de Aphra, puis elle se retrouve dans sa petite fille-là. Là. Mais non, c'est ça. Puis côté graphique, comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal, sans être rien d'extraordinaire non plus. Il n'y a rien qui est venu me chercher, là, qui m'a accroché tant que ça, mais j'ai trouvé que c'était quand même agréable. Fait que dans ce temps-là, je trouve que c'est le bon équilibre entre l'histoire puis le dessin. Là, ni un ni l'autre est vraiment nul. On comprend les scènes d'action, ça c'est un défaut aussi qu'on va voir souvent. Puis il y en a de l'action dans cet album-là. Fait que c'est bien le découpage est bien fait. Peut-être, moi je me suis noté peut-être un petit souci de continuité par rapport
aux albums précédents, mais dans les visages, que ce soit d'Afra ou des chasseurs, tout ça. C'est sûr que là, dans le même album, on a l'annual aussi, là, que c'est ça, tu l'as mentionné tantôt, c'est un autre dessinateur, un autre style. Mais même celui de 000, j'ai trouvé que des fois, mettons, d'une page à l'autre, ou tu sais, de quelques pages, là, puis pourtant 000, c'est la base, là, tu comprends? C'est le visage de C3PO, là, il est pas censé, tu sais, changer. Mais c'est ça, sinon, il y a au niveau des détails d'arrière-plan aussi que des fois on va utiliser des flous, tout ça, là, pour éviter de tomber dans les détails, des brouillards ou des choses comme ça. Mais ça reste... c'est des techniques de shortcut aussi pour t'éviter qu'il y ait trop de travail sur les planches, là. Mais sinon, Milvain, j'ai trouvé ça intéressant, le design. J'ai trouvé que c'était ce qu'on envoyait, c'était joli, c'était intéressant. Puis c'était assez différent pour pas faire trop Coruscant. Parce qu'une planète industrielle, ou en tout cas une cité, ça aurait été facile de ressembler. Fait que puis ça restait quand même assez Star Wars. On n'était pas non plus dans quelque chose de 100% différent. Fait que non, c'est ça. Même affaire côté colorimétrie, là, j'ai bien apprécié aussi. On a différentes teintes selon où est-ce qu'ils sont, justement. Là, quand ils sont plus dans les bas-fonds, là, ben là, ça va être plus dans les oranges. Alors qu'en ville, ça va plus être dans les bleus, mauves, là, c'est froid, etc. Sinon, les couvertures, je l'ai nommé tantôt, là, mais... Ah ben oui, Ashley Witter, oublie ça, là, les couvertures sont écœurantes, là. Sérieux, là, elle, là, chaque couverture, je déconne pas, là, c'est comme, c'est une affiche, là, que tu prends encadrée, Ouais. Honnêtement, Panini doit... Tu sais, autant il y a des albums, tu te dis, ils ont pris la moins pire, ben là, c'est l'inverse. Le choix doit être difficile. Doit être incroyablement. Mais d'ailleurs, Francis, ça, je voulais te demander, parce que moi, vu que je les achète format original en anglais, en français, est-ce qu'au moins, dépendamment de la couverture qu'ils ont choisie, est-ce qu'à la fin, ils vont quand même montrer les couvertures de chacune des... Ouais, ben dans le fond, chaque numéro de comics est séparé par par la page couverture. Vide, une page noire, puis la couverture du comic suivant. Là. OK. Fait qu'au moins, le lecteur peut voir ces belles œuvres d'art, là. Ouais, parce que ils ont choisi celle où est-ce qu'elle fait... C'était celui du numéro 4, là, où est-ce qu'elle a un jetpack dans le dos. OK. Mais pour ce qui est de l'album... Mais honnêtement, le choix était difficile. Moi, c'est peut-être pas elle que j'aurais fait. Tu vois, sérieux, tu dis ça aurait été dans le choix des 6, ça aurait été mon dernier. Je veux dire, tous ces dessins sont beaux, mais... Ah non, c'est ça. En tout cas, je vais pas passer tout l'épisode, ces couvertures, là, mais ouais, moi, je trouve ça un bijou. Je trouve qu'ils font... Puis, elle est encore là un petit peu sur la nouvelle série aussi, là, même si elle les fait plus toutes. Mais c'est ça. Elle fait vraiment, comme tu dis, un travail digne d'être agrandi pour servir de poster, d'affiche. Totalement. C'est juste dommage qu'elle fasse pas des albums, mais j'imagine que c'est une question de temps aussi. Là, elle doit mettre beaucoup de temps pour faire de quoi d'aussi... ça, et aussi, Francis, peut-être aussi combien que... Tous les artistes sont peut-être pas payés exactement au même prorata de pages. Hein, fait que... Ouais. Peut-être qu'elle charge plus cher que certains autres, je sais pas, là, mais... C'est possible. Mais en tout cas, je vous invite à taper son nom sur Internet pour aller voir son blog-portfolio, là. Elle fait aussi d'autres choses que du Star Wars, mais c'est ça. C'est vraiment un super talent. Et la madame est très jolie. Elle est très jolie, donc... tu vois, je l'ai jamais vue. C'est ça que tu m'as fait rire avec ton commentaire au début. Elle est digne de ses couvertures. Oui, des deux, t'as dit, là. Mais moi, tu vois, contrairement à toi, moi, Emilio Lasso, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, j'ai même pas remarqué 000, c'est un de mes personnages favoris. Je me suis rincé l'œil, mais carrément, à chaque fois qu'on pouvait le voir... Tu sais, des fois, dépendamment du contexte, le personnage va être découpé dans... Mais des fois, on pouvait le voir vraiment des pieds à la tête, puis... Ouais, non, globalement, effectivement, c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé, comme tu as mentionné, l'aspect des couleurs dans les bas-fonds, le rougeâtre orangé, dans les hauteurs. Donc, ça faisait vraiment le contraste, évidemment, le typique chaud-froid. Mais on dirait que tu le ressentais, parce que quand
quand t'étais en ville puis c'est le bleuté, c'est bleuté. D'ailleurs, il y a une des pages couverture... Oui, où est-ce que les deux se sauvent puis t'as des voitures de police, exactement, on va dire, là, qui la poursuivent. Ouais. Fait que puis c'est ça, puis c'est drôle, t'as tout ce que t'as dit depuis le début là, je l'avais noté dans mes notes aussi. Blade Runner, moi ça m'a vraiment fait penser à ce genre de ville là, une ville policière. Ouais, c'est ça, c'est Blade Runner mais en version moins chaotique justement. Là le le règne de l'État policier à son meilleur. Là. C'est Singapour, là, mais version Star Wars. Là. Vraiment. Mais c'est ça. J'aime beaucoup les designs, les voitures de police dont on parlait. Les motos aussi sont souvent sur des motos. Non, c'est vraiment magnifique. Puis même pour revenir à notre fameux Bomba qui lui manque un bras, Evazan lui a même construit un bras dans la série un peu genre à la robotique. Là, on voit que Dr. Evazan est un peu comme Anakin, tu sais, quelqu'un qui va se débrouiller avec la mécanique robotique. Là, donc, Ah, mais dans Star Wars, ça, de toute façon, Malgus sont tous des informaticiens, des mécaniciens, des je veux dire, c'est ça, c'est tous des spécialistes en tout. Mais un autre bon point et tout, Francis, que tu m'as fait penser tantôt d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que tu dis que comme Dr. Aphra, tu sais que finalement, elle a fait son mieux avec toutes les magouilles que ça amène pour faire son petit chemin dans l'univers de la galaxie. Mais quand on y pense, l'univers de Star Wars, c'est pas mal la réalité de tous. On a déjà entendu Han Solo nous dire ça. Même souvent les Bounty Hunters, Mandalorian, Boba Fett, c'est le même... Tu sais qu'ils l'ont déjà dit. Moi, je suis même Jango Fett l'a dit dans Attack of the Clones. Je suis quelqu'un qui fait son chemin dans la galaxie. Fait que c'est intéressant que tu amènes ça de cet angle de vue-là pour ce personnage aussi, comment dire, là, ébouriffé, si je peux exprimer... Tu sais, Dr. Aphra, c'est ça l'histoire, c'est chaotique, là, ça va de gauche à droite, mais sérieux, ce cycle-là était... Mais, tu vois, une des distinctions avec cet album-là, c'est que je pense que pour la première fois de la série, les événements qu'a subis, Aphra, elle n'en est pas responsable. Là, vraiment, tout cet album-là, elle fuit une situation où est-ce que elle est vraiment mis là-dedans par quelqu'un d'autre. C'est pas un de ses plans qui a mal viré. Elle est loin d'être le maître de jeu. C'est ça, exact. Parce que tu sais, toutes les autres fois, c'était souvent, les autres albums, c'était souvent des plans à elle qui viraient tout croche, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que ça, peut-être quand même le souligner. Mais ça reste que, tu sais, pour un arc de 6 numéros, c'est sûr que c'est un arc d'action. Hein, fait que une poursuite du début à la fin. Mais il faut avouer que après le 6e numéro, tu regardes ça, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé là, depuis 6 numéros? Il s'est pas passé grand-chose. Évidemment, on a parlé des remises en question, puis de la poursuite, tout ça. Mais tu te dis, le personnage a évolué, ouais, un peu, mais c'est ça, ça va tellement vite, avec toute l'action qu'il y a là-dedans, que c'est ça passe en un clin d'œil. C'est pour ça que je préfère de loin la lecture. Moi, évidemment, c'est ça, je les lis numéro par numéro en version anglaise. Mais tu vois, pour des affaires comme ça, je préfère une fois en album. Où est-ce que là, vraiment, ça se suit, tu sais, parce que ça va tellement vite, puis c'est tellement un feu roulant, là, que c'est ça. C'est aussi bien de l'avoir en album qu'en individuel. Oui, j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça, Francis, parce que j'ai super aimé ton commentaire en début d'émission à hors onde, qu'on se parlait, quand je te mentionnais que moi, je les lisais en anglais. Puis c'est vrai que c'est une des séries qui est les plus difficiles, parce qu'évidemment, mensuellement, à tous les numéros que je vais chercher, puis même des fois, je peux pas aller les chercher nécessairement, tu sais, il prend un peu de retard, j'attends la fin du mois, fait que finalement, la dernière fois que j'ai été les chercher, on est quasiment à 2 mois. Puis il faut tout le temps que je me retape un peu le dernier, parce que t'es rendu où? C'était quoi? Ouais, c'est ça. Tu dis, voyons, où est-ce qu'on en était? Là? Ah, les gars. Mais écoute, en conclusion, c'est ça. Un album intéressant. Moi, je suis très content que Panini nous ait mis l'annual aussi au début. C'est pas la première fois qu'ils font ça. On avait eu ça aussi dans la série Star Wars. Je pense que c'était le 3e album qui nous avait mis l'annual où est-ce qu'on découvrait une espèce d'espion rebelle qui essayait d'assassiner l'empereur.
parce que justement dans l'arc après on retrouvait le même personnage. Fait que tu sais, mais quand il y a une continuité, oui, c'est super qu'ils mettent. Oui. Mais en numéro individuel, t'as pas nécessairement cette continuité-là. Tu sais, des fois la Noire est sortie il y a un certain temps. Tandis que là, c'est ça, c'est bien justement là, qui nous. En fait, vois-tu, ça, je m'en rappelle quand l'annuel est sorti, qui nous présente Windlass et Enoch. Après, je me suis dit, pourquoi ils nous présentent. Ça, c'est vraiment le typique un annuel. Tu dis, ils viennent nous présenter deux personnages qu'on verra plus jamais. Puis là, je me rappelle, à un moment donné, quand t'arrives ok, cool, ici. Ils sont en train de nous remettre ces personnages-là. Fait que. Non, puis ça donne une plus-value aux deux, tu sais, à la fois à l'annuel puis à la fois à l'arc, là, de retrouver les personnages que tu as découverts avant, ou tu sais. Parce que les annuels, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui les prennent pas, là, carrément, fait que. Souvent, disons que c'est pas les plus courus. Non, c'est ça. Mais c'est ça, en tout cas, ça signe une évolution intéressante aussi dans le personnage d'Aphra, là, qui mature un peu, là, on va dire qu'il commence à être temps rendu à la somme des choses qui lui sont arrivées dans sa vie, là, tu sais. Et puis, mais c'est ça, quand même, on est loin du côté archéologue, tu sais, Indiana Jones, tout ça. Puis moi, dans le fond, c'est ce que j'avais beaucoup aimé du premier. Le premier Aphra, là, le premier album, je lui avais carrément donné la note parfaite. Parce que justement, c'est ça, tout l'aspect, on va creuser dans des vieux artefacts Sith ou Jedi, ou tu sais, elle était sur Yavin au début, là, dans les vieilles pyramides, là, tu sais, puis en tout cas, c'est fait que ça, mais ceci étant enlevé, c'est un très bon album. Si je te demandais quelle note tu lui donnerais, Malgus, sur 20? Écoute, j'y repense, là, je trouve que j'ai été un peu rude. Rude, non, j'ai beaucoup aimé, un 16 sur 20. Mais sérieux, je donnerais quasiment même un 17 parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cet arc-là. Moi, c'est ça, je vais y donner, tu vois. Moi aussi, j'hésitais au début entre 16 et 17, et puis non, je pense que mes seuls points vraiment négatifs, ce serait sur l'aspect que c'est ça, on est loin de l'histoire d'archéologie là, qui m'intéressait vraiment chez ce personnage-là. Mais sinon, ça vaut un 17 sur 20, quand même un 85%. Évidemment, je précise en autant que vous appréciez ce style-là. Mais c'est certain que si vous détestez le Dr. Aphra, si vous n'avez pas aimé tous les autres albums, je suis pas certain que vous allez aimer celui-là. Mais écoute, pourtant, pour ceux qui aiment le personnage, ouais. J'ai de la difficulté, en tout cas. C'est sûr que c'était un grand adepte Jedi, Sith, je peux comprendre. Mais tu sais, quand on regarde avec un recul, sérieux, c'est une série, en tout cas, parce qu'on pourrait parler, on s'en est parlé de hors onde, là, de la deuxième saison de la nouvelle série, là. La nouvelle série, la continuité. Puis c'est pas du tout, mais pas du tout dans le même dans la même ambiance positive que j'en parlerais, disons. Donc j'ai quand même bien dévoré tu sais, depuis le tout début Dr. Aphra. Certaines choses évidemment qu'on aime moins à des moments d'ici et là. Mais vraiment là en rétrospective là, globale, non, vraiment là, puis surtout cet arc-là là, écoute, en France, en français, il va nous rester 2 autres albums pour finir la série Aphra. Un album 6 et un album 7 qui sort juste, si je me trompe pas, au mois de mars, là, d'après ce que j'ai pu consulter aujourd'hui là-dessus. Donc, on va avoir l'occasion de s'en reparler, voir si cette première série-là, la série de 2016, va bien se terminer. Si on va avoir des déceptions ou pas au niveau scénaristique ou au niveau graphique. Mais c'est ça, je pense que là, on est quand même tombé sur un numéro intéressant. Fait qu'écoute, Malgus, si on sortait de l'hyperespace puis on allait se prendre un verre à Cantina? Houdini! Et maintenant qu'on est posé, Malgus, écoute, vu que c'est ça, t'avais pas participé
aux émissions plus récentes, comme on disait dans une émission précédente. J'étais curieux de te demander qu'est-ce que tu avais pensé des annonces de Kathleen Kennedy sur les projets de séries et de films en développement. Là. Qu'est-ce qui t'excitait le plus ou qu'est-ce que tu trouvais que c'était sans intérêt? Ben écoute, c'est drôle parce que là, la dernière émission, on parlait de la fin de Mandalorian. Parce que je venais de me dire, justement, même malgré ces annonces-là, j'étais comme, on dirait que ça me lève plus. Il y a comme un... Je sais pas, c'était peut-être juste I guess que je me suis levé du mauvais pied ce matin-là. Mais non, sérieusement, finalement, avec la fin de Mandalorian, comment que j'en ai braillé une shot, j'ai hâte. Là. C'est sûr que mon excitation est pas la même pour toutes les séries. Obi-Wan, mon opinion au début, je trouvais qu'on avait déjà vu beaucoup d'Obi-Wan. Pourquoi ramener Obi-Wan? Mais je tiens à mentionner qu'Obi-Wan est quand même mon Jedi numéro 1 favori. Donc, c'est sûr que je suis quand même excité. J'attends beaucoup aussi la série de Cassian Andor. Mais là, évidemment, avec les nouvelles séries qui ont été annoncées, Ahsoka, que j'ai adoré dans Clone Wars, d'ailleurs que je pourrais même dire que c'est ma Jedi numéro 2 favorite. Donc je suis choyé avec ces deux séries-là, de mes deux Jedi favoris. The Book of Boba Fett, écoute, qui ne pourra pas aimer une série sur Boba Fett? Surtout que ce qu'ils nous ont présenté avec Mandalorian, écoute, je verrais mal comment que... ça va être assez intense, merci, là, parce que tous les épisodes que Boba est là, on s'entend, là, il fesse dans la viande. Et puis, c'est ça, je te dirais que peut-être elle que je suis moins excité, c'est vraiment celle sur Cara Dune. Mais les Rangers, là? Oui. Ouais, ben, on suppose qu'elle va être dedans, mais je pense qu'il n'y a rien qui a été annoncé. Ah non? Ok. Okay. Mais on le suppose, là, vu l'époque. Ben, puis, tu vois, je pourrais peut-être être agréablement surpris, là. Peut-être que ça pourrait... J'ai l'impression qu'on dirait que ça va être un film de guerre, ça. Je sais pas, malgré que c'est de la guerre. C'est pas mal ça. C'est pas une raison pour se faire mal. Pas une raison pour se faire mal. Ça, c'est la guerre des tucs. Là, ils vont se demander de quoi on parle. Ça, pour les amis français, faites vos recherches. La guerre des tucs. Film québécois des années 80. Mais, ben écoute, moi, je suis amoureux de Cara Dune et de l'actrice. Donc, ça j'ai quand même... tant mieux s'il est dedans. Mais ouais, avec un titre comme ça, moi je m'attends quand même à de quoi d'intéressant, peut-être au niveau infanterie là, des rebelles, chose qu'on n'a pas vu beaucoup l'air de rien. On a vu un petit peu dans la bataille de Hoth, puis un petit peu sur Endor. Mais c'est ça, si on a un petit peu plus... Mais reste à voir le format, comme tu dis. On n'a aucune idée ça va être combien d'épisodes, ça va être quel style, etc. Là. Mais... moi j'aurais tendance à être d'accord avec toi quand il est question d'Obi-Wan sur moi je pense que ce qui participe beaucoup à mon intérêt pour ces projets-là, c'est le retour des acteurs originaux. Ouais. Honnêtement, avoir une série sur Cassian sans Diego Luna, je m'en foutrerais complètement. Mais j'aime beaucoup Diego Luna. Ceux qui n'ont pas pris la Narcos version Mexique, je vous invite à le prendre, c'est vraiment bon. Même chose pour Obi-Wan, avec Ewan McGregor qui reprend son rôle. Si ça avait été recasté avec quelqu'un d'autre, là j'aurais dit ouais, c'était-tu obligé là, même si moi aussi Obi-Wan j'adore le personnage là, mais puis là quand ils ont annoncé le retour de Hayden Christensen dans son rôle d'Anakin, de Vador, c'est sûr que tout dépend comment ça amené aussi au niveau du scénario. Moi, je pense pas que ça va être au présent. J'ai l'impression qu'on va être dans des flashbacks. Fait que si on a des flashbacks de la guerre des clones avec Anakin et Obi-Wan en armure, mais pas en animé cette fois-ci, en réel. Écoute, moi, je vais être aux anges, là. Puis tu sais, qu'ils affrontent des droïdes ensemble ou... Moi aussi. Bref. C'est ça. Fait que moi, le fait qu'ils réussissent à retourner chercher les acteurs d'origine, même chose pour Boba Fett. Un recast, j'aurais trouvé ça très ordinaire, mais c'est ça. Juste le fait de retrouver des vraies personnes, ça m'allume au niveau de l'intérêt. Là.
Mais t'as pas parlé du film. Comment tu trouves l'idée d'un Rogue Squadron comme prochain film? Ben ça, écoute, ça je sais que Julien et Fabien doivent jubiler, mais solide. Ouais. Parce que pour ceux qui nous écoutent souvent, Julien et Fabien sont des... Comment dire... des Donc, il y a beaucoup amoureux. les histoires de pilotes. Ah Des oui, histoires de ils attendent chasseurs, que ça. Fait qu'écoute, ça, ce film-là, on dirait qu'il était écrit pour Fab et Julien, sérieux. Mais oui, ça promet. Moi, en tout cas, je suis plus penchant pilote X-Wing, fait que... Ben, Écoute... est-ce que tu as pris le teaser de la réalisatrice? Non. OK, elle a fait un 2 minutes, là, un petit teaser, où est-ce que, dans le fond, elle enfile une combinaison sur un tarmac là, d'aéroport réel, là, dans notre monde réel, puis elle enfile un uniforme de pilote de X-Wing, et elle se dirige vers un X-Wing T-65 là, classique là, de style Red Squadron. Là, fait que puis ce qu'elle explique dans le fond, c'est qu'elle, c'est la fille d'un ancien pilote de chasse américain qui est mort en mission. Puis que quand elle était enfant, dans le fond, tous les matins, elle allait voir son père décoller à la base aérienne, tout ça. Mais c'est ça, finalement, il est mort en mission. Puis que c'est ça. Toute sa vie, elle c'est une réalisatrice de plus en plus aguerrie, puis elle voulait un projet comme ça, de faire le meilleur film d'avion de chasse, là, tu comprends, puis de pilote, puis de combat aérien possible, entre autres pour rendre hommage à son père. Je pense que lui, il volait sur des F-4, si je me trompe pas, là, les gros chasseurs immenses là, de l'époque de la guerre du Vietnam. Mais bref, tout ça pour dire que tu vois vraiment la passion là, dans son discours, puis elle veut faire le meilleur film de combat aérien possible, et c'est une grosse tripeuse de Star Wars qu'elle explique, fait que là, les deux ensemble, elle dit j'ai trouvé le projet parfait. T'sais. Puis là, elle se dirige vers le X-Wing. Fait que c'est juste ça, je t'invite à aller le prendre. Dans le fond, il n'y a pas d'effets spéciaux, tout ça, à part le X-Wing, évidemment, on suppose que c'est pas qu'il n'est pas là en vrai. Mais j'ai trouvé que ça annonçait bien. Tu vois que on va avoir de quoi vraiment Rogue Squadron, vraiment un Top Gun, si on peut dire, dans l'espace. Ça moi, je dois avouer que ça m'allume. Même si j'ai pas tout lu les anciens livres de X-Wing, là, de Rogue Squadron, tout ça, puis je sais que les gens ont beaucoup joué aux jeux vidéo aussi, là, Rogue Squadron. Mais, et qui sait, on va peut-être retrouver Wedge aussi. Mais, et toi qui lis les comics, ben, tu sais que Rogue Squadron a été reformé par Luke dans la série Star Wars. Ouais. Dans le fond, en hommage justement à Jyn Erso puis à Rogue One. Rogue One, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Mais là, maintenant qu'ils nous ont ramené Luke dans le Mandalorian, je me dis, est-ce qu'on pourrait avoir des apparitions de Luke aussi dans Rogue Squadron? Ça... Écoute, tout est possible, mon ami. Comme t'as nommé Wedge, pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible. Puis on s'entend, Luke, c'est quand même un sacré pilote, malgré qu'il crash souvent ses X-Wing. Ouais, puis pendant un certain temps, c'était Wedge qui était devenu le chef d'escadrille. Aussi, fait que tu sais, c'est sûr que s'il y a ni Luke ni Wedge, là, c'est ça, on verra, mais ça peut être le reste de l'équipe pour X raisons, là, mais bon. Ben hâte de voir ça pour ma part. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Il y avait Lando, il y avait le plus proche, là, ce qui va sortir en premier, c'est qu'ils appellent ça Vision. Fait que ça, c'est une histoire de plusieurs films. Chaque épisode, dans le fond, est à part, là, pis c'est des artistes japonais, là. Fait que ça va être le style animé, un peu, là. Ok. Fait que moi, je suis pas du tout un gars de manga et d'animé japonais, tout ça, là. Mais j'imagine que Julien, ça aussi, ça doit l'intéresser pas mal. Toi, t'es-tu un gars de... Manga, japonais? non, mais animé, oui, là, c'est sûr que tout type d'animation, mais manga, le vrai manga, là, c'est que moi, ça me tape ses nerfs. Il y a trop, c'est trop exprès, tu sais, c'est trop, les mecs, ça m'agresse. Ouais, c'est quelqu'un rentre dans une pièce. Crise là, d'épilepsie permanente, là. Ah oui, c'est à chaque tournage de page, là, il se brosse les dents, puis là, il y a de quoi qui se passe, là, tu sais, non, c'est... Faudrait trop intense. Faudrait que vous fassiez un débat avec Julien, là, de l'intérêt
Ben, Julien, il était intense, hein? Je sais pas si tu l'as déjà entendu jouer aux jeux vidéo. Je trouve que tu dis, ok, c'est pour ça qu'il aime le manga. Ah ouais, non, je sais pas. Je me demande ce qu'il va me dire quand il va entendre ça. On va le mettre sur Twitch, là. On va lui dire, joue à quelque chose sur Twitch. En tout cas, écoute, c'est bien cool. De toute façon, on va voir. Les 2 prochains projets, c'est ça. Pour 2021, là, c'est Vision, le truc des animés. Là. Et puis, évidemment, il y a Bad Batch, là, mais ça, on le savait déjà. Là. Bad Batch, ça devrait être cet hiver ou gros max au printemps. Puis, l'hiver, le Noël prochain, ça va être Boba Fett. Fait que ça devrait être je m'attends pas à un nombre énorme d'épisodes, là, parce qu'ils ont parlé d'un event. Série event. Fait que dans ce temps-là, ça veut dire peut-être juste 4 épisodes ou un truc comme ça. Là. Moi, je pense que oui, juste avec le titre, tu vois, The Book of Boba Fett, ouais. on le voit que c'est pas... Moi aussi, c'est ce que j'ai l'impression, là. C'est comme un event, là. Ils ne feront pas un épisode parce que ça serait ridicule, le monde en voudrait plus, là, mais ça va pas être une série... C'est sûr, ça atteint pas 6 épisodes, à mon avis, là. Puis moi, comme tu disais aussi, il y a Cassian que j'ai... Ça aussi, ils sont retournés chercher les acteurs. On peut... je crois qu'on s'est déjà confirmé qu'on va voir Mon Mothma. On va revoir le général, comment il s'appelle, Draven, qui lui donne l'ordre de tuer... voyons, pas Jin, mais... Coûte que coûte. Galen Erso. Coûte que coûte, ouais, c'est que... puis évidemment, Cassian. Normalement, on va voir K2SO aussi, d'après ce que j'avais vu. Et puis d'autres... les personnages, on sait pas qui joue, mais les autres acteurs qui ont été annoncés, là, sont bien intéressants. Diego Luna a fait une espèce de pub, justement. Ça, je sais pas si tu l'as pris, là, pour Cassian Andor. Non. Un petit peu à la making of, on voit des décors, tout ça, puis il explique que c'est comme tourner un film. Là. Ils ont mis le budget en conséquence, puis il dit c'est pareil comme quand on tournait Rogue One, là, en termes d'organisation. Puis non, j'essaie d'éviter ces trucs-là des fois, parce que des fois il y a du spoiler, fait que... Mais tu vois, non, j'ai pas vu... tant mieux. En tout cas, on va en avoir pour notre argent, je pense, avec ces annonces-là, côté Star Wars, Malgus. Fait que, écoutez, c'est sur ces critiques et ces discussions-là qu'on va conclure l'émission de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, on est toujours preneurs, des commentaires, des réactions, des insultes, hein, on est capable d'en prendre. Sur l'émission, vous pouvez nous dire que vous comprenez rien de ce qu'on dit à cause de notre accent québécois. Dites pas canadien, par contre. Dites pas accent canadien. Oui, pas quand il y a Francis puis Malgus, dites pas canadien. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Vous direz ça à d'autres personnes de l'équipe. Bref, venez discuter avec nous, ça va nous faire plaisir. Sur Facebook, Twitter, Instagram, sur notre Discord, hein, c'est là que de plus en plus les discussions sont les plus intéressantes, ou sur YouTube. Et surtout, on vous demande de partager nos émissions sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on fait croître la communauté et qu'on se ramasse avec justement des discussions bien intéressantes. Et je vous invite, on le fait plus systématiquement à toutes les émissions, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique Star Wars en direct, juste à aller sur notre site et cliquer sur l'onglet boutique. Il y a plusieurs produits bien intéressants, là. Évidemment, t-shirt, c'est le classique, mais toutes sortes d'autres produits où est-ce que vous pouvez imprimer. Et c'est pas juste le logo de Star Wars en direct, il y a toutes sortes de designs originaux là, que notre leader suprême, Danny, crée. Je sais que t'en as acheté quelques-uns, toi, Malgus. Moi aussi. Moi, mon favori, même malgré tout le talent de Danny puis tous ses autres concepts depuis ce moment-là, mon favori reste le Lego Space classique là, des années 80. Ah oui, moi, tout à fait. Oui, ça, on dirait qu'il l'a fait pour sa gang de l'équipe, Danny, le leader suprême. C'est beaucoup notre génération. Oui, vraiment, il nous a fait plaisir. Lego, là. Bref, c'est ça, vous irez voir, faire un tour là-dessus. Même il y a des masques d'ailleurs, des masques pour le COVID, là, fait que je voyais que Sylvain aussi a acheté un One Piece là, pour les bébés, là. Donc un cache-couche, comme on dit. Star Wars en direct, rose. Fait que là, on a un bébé qui nous fait de la publicité dans les environs de Paris, si j'ai bien compris. Bref, vous irez voir ça, c'est quand même, il y a des très belles affaires.
Donc, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.